Bien, Monseigneur, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir ce matin et de vous souhaiter la bienvenue à Douarnenez à l'occasion de ce colloque international. Certains d'entre vous viennent de loin, voire même de très très loin, consacré à Don Michel Le Noblet, qui se tiendra dans cet auditorium juste à côté de la chapelle Saint-Michel qui lui est dédiée. Je suis également très heureux que ce colloque se déroule l'année du 400e anniversaire de son arrivée à Douarnenez. La première fois, c'était le 8 février 1617, avant un séjour de plus de 20 ans, jusqu'en 1639, qui débutera quelques semaines plus tard, le 22 mai, du côté de Ploré. Cet événement scientifique et l'exposition présentée au Port-Musée permettront très certainement aux Douarnenais tout d'abord et à bien d'autres personnes au-delà de notre cité, je n'en doute pas, de découvrir ou de redécouvrir la vie dépouillée et non dépourvue d'épreuves, mais ô combien intense de missionnaires de Don Michel Le Noblet, ainsi que son enseignement et les cartes peintes qui en ont constitué un support si particulier et quelque part si moderne pour capter l'attention de la population. Compte tenu de la qualité de l'auditoire et des interventions qui se succéderont tout au long de ces 2 jours, je ne me risquerai pas à évoquer les différents thèmes à l'ordre du jour du colloque. Plus modestement, je rappellerai que Don Michel Le Noblet et son disciple, si je peux m'exprimer ainsi, le Père Monnoir, restent bien présents dans le quotidien des Douarnenistes, ne serait-ce que par la rue et la place qui portent leur nom, et en ce qui concerne plus précisément, le premier également par la chapelle Saint-Michel, que j'ai déjà cité, dont une présentation des lambris peints a, je crois, un temps été envisagée, ainsi que par les vitraux qui ornent les édifices cultuels de la cité et évoquent les différentes étapes de sa vie. Je voudrais aussi adresser mes sincères remerciements aux organisateurs de ce colloque. La section religieuse de l'Institut culturel de Bretagne, représentée par monsieur le professeur Trambouez, ici présent. Merci, professeur. Le Centre de recherche bretonne et celtique de l'Université de Bretagne occidentale, représenté par son directeur, Ronan Calvez, qui est là également, je le cherchais. Le diocèse qui a accepté que soient présentées au public les cartes peintes de Don Michel Le Noblet, précieusement conservées à la bibliothèque de l'évêché. Une telle exposition n'a pas eu lieu, me semble-t-il, depuis 1952. Merci, Monseigneur, merci, Monsieur Selton, pour cette initiative exceptionnelle. Et bien évidemment, le Port-Musée de la ville de Douarnenez, qui accueille cette exposition, mais également bien d'autres richesses que je vous invite à découvrir si votre emploi du temps vous le permet. Le Port-Musée est représenté par son conservateur, M. Kédidia Koto, ici présent également, mais tout le monde le connaît localement. En conclusion, je forme le vœu que ces 2 jours de réflexion, d'échange et de débat vous permettent d'approfondir vos connaissances respectives sur Don Michel Le Noblet, sur son engagement comme sur son époque, et vous souhaite un très agréable séjour à Douarnenez. Merci de votre attention. Bien, mesdames, messieurs, chers amis, l'idée du colloque qui nous rassemble aujourd'hui revient incontestablement au chancelier de l'évêché de Quimper, l'abbé Hervé Keinec. Un jour, il y a 2 ou 3 ans, il prit à part le bibliothécaire de la maison pour lui poser cette question redoutable. En juin 2017, que faisons-nous? Comme on peut l'imaginer, Yann Selton resta quoi, ne voyant pas spontanément ce que son supérieur avait en tête. L'abbé Keinec, qui devait bien être le seul à s'en souvenir, lui rappela alors que ce serait le 400e anniversaire de l'arrivée à Douarnenez de Michel Le Noblet, prêtre léonard, qui avait mené jusque-là une vie de prédicateur itinérant, régulièrement chassé là où il allait par les fidèles et les prêtres, lassés de l'essorage brutal que leur faisait subir ce grand nettoyeur des âmes. Il avait 40 ans à son arrivée. Douarnenez le supporta 22 ans. En 1639, il dut se replier dans son Léon natal, au Conquet, où il mourut en 1652. Alors, il n'y aurait pas eu de raison de se souvenir particulièrement de ce prêtre excessivement zélé, surnommé le prêtre fou, Arbelec folle,
S'il n'était apparu après coup comme le précurseur des missions du Père Maunoir, et par ailleurs comme un extraordinaire pédagogue, inventeur des Taolénous, ces cartes peintes qui sont conservées à l'évêché de Quimper et donc exceptionnellement exposées actuellement au musée du Port-Rue, et je remercie le sénateur-maire et le conservateur d'avoir donc fait en sorte qu'il en soit ainsi. C'était assez pour essayer de faire reconnaître ses mérites, et l'évêché de Léon s'y employa dès 1701 sans succès. Celui de Quimper reprit le flambeau après la Révolution, et Michel Le Noblet obtint enfin le titre de vénérable en 1897, près de 200 ans après l'introduction de la cause. Et depuis, hélas, il stagne sur ce strapontin, et il y a de quoi être déprimé à voir que notre Michel Le Noblet fait antichambre depuis si longtemps, quand d'autres ont bénéficié de promotions rapides qui laissent parfois perplexes, pour ne pas dire pantois. Yann Selton répercuta donc la question du chancelier dans un petit groupe dont il est l'un des piliers, la section religion de l'Institut culturel de Bretagne. Alors on sait que l'ICB, qui avait naguère pour fonction essentielle d'expertiser les demandes de financement des projets culturels soumis au Conseil général de Bretagne, ne l'a plus aujourd'hui. Certains l'en croient devenu décoratif. À la vérité, comme son président Patrick Merlieux pourrait le dire mieux que moi, les sections de l'ICB travaillent, chacune à son rythme et à sa manière. Et la section religion associe des universitaires en activité ou en retraite et des acteurs du monde religieux. Elle se saisit des problèmes qui lui apparaissent ou qui lui sont soumis, et elle réfléchit aux moyens de les analyser, et souvent le traitement dépassant ses moyens propres. Elle active ses réseaux dans les laboratoires universitaires, et s'emploie avec eux à organiser des journées d'études ou des colloques comme celui qui nous rassemble aujourd'hui. Je tiens à préciser que Yann Selton en a été d'un bout à l'autre la cheville ouvrière, manifestant ainsi une nouvelle fois ses dons d'entrepreneur, lui qui a déjà fait de la bibliothèque numérique de l'évêché de Quimper un instrument sans équivalent dans les diocèses français. Alors, entendons-nous bien, ce colloque scientifique n'a pas pour vocation de pousser la cause de Michel Le Noblet, qui lui est déontologiquement indifférente. Si l'évêché est malgré tout partie prenante d'une opération dont il a eu objectivement l'idée première, c'est que, de toute évidence, nos travaux devraient permettre de situer plus clairement la place de Le Noblet dans son époque, en montrant comment ce prêtre, qui semblait un peu fou à ses auditeurs, s'inscrit en réalité dans un courant ascétique et mystique qui se manifeste en Europe au XVIIe siècle au lendemain des guerres de religion. Et en même temps, nous saisirons sans doute mieux, au terme de ces 2 jours, ce que Michel Le Noblet a d'original dans ce paysage spirituel. Avec peut-être la chance pour vous, Monseigneur, qu'il ressorte de cette rencontre de quoi le remettre sur les rails de la béatification, avec le risque aussi, vous en êtes bien conscient, que le bilan ne le conduise plus que jamais sur une voie de garage. Dans En route, le roman de Huysmans, cet écrivain que les catholiques ne lisent plus et ils ont bien tort, En route, donc, le héros qui fait retraite dans un monastère trappiste relit l'introduction à la vie dévote de saint François de Sales. Il n'est pas tendre pour cet échantillon de ce qu'il appelle la mystique tempérée, se mettant à la portée des salons et descendant au niveau des femmes du monde en leur servant un Jésus modéré et élégant. À quoi il oppose évidemment la mystique exaltée de Madame Guyon, dont il dresse ce portrait vigoureux. Elle présumait et manquait à coup sûr de cette humilité qui a magnifié les Sainte Thérèse et les Sainte Claire, mais enfin elle flambait, elle était une emballée de Jésus, elle n'était surtout pas une courtisane pieuse, une bigote mitigée de cour comme là maintenant. Too much, évidemment, cette Madame Guyon. On sait que Bossuet lui a réglé son compte et que Fénelon a payé les pots cassés. Et voilà sans doute l'une des questions de notre colloque. Peut-on penser Le Noblet, l'exalté du Far West, dans une 3e voie, quelque part entre Madame Guyon et saint François de Sales, entre le commerce dérégulé avec le ciel et, je cite une dernière fois Huysmans, le mouchoir de luxe secoué dans une église où persisterait un Roland dansant. Je vous remercie de votre attention. Chers amis, chers collègues, Monseigneur, Monsieur le Sénateur, la première fois que j'ai entendu parler de Michel Le Noblet,
J'étais en terminale en 1989. J'avais acheté avec émoi le très beau livre Taulenu Arbarados, qui était un livre écrit par Alain Croix et Fange Roudot, ici présent, traduit par Fange Broudic. Et je m'étais rendu avec mon camarade Sébastien Carnet au Centre breton d'art populaire de Brest. Dans ce Centre breton d'art populaire, Fange Roudot donnait une conférence sur les Taolenu et il avait donc parlé évidemment de Michel Lenoblet. Alors les Taolenu, mon grand-père m'en avait parlé. Il m'avait longuement parlé du père Yvon, qui commençait toujours ses prêches par Mes obédenindes. Je suis allé en Inde, ce qui évidemment à Plounéventer avait certainement provoqué un grand choc. Il m'avait également parlé du père Médard. Nous sommes aujourd'hui à la Saint-Médard. Il m'avait également parlé du père Médard, qui visiblement était très impressionnant. Mais c'est surtout ma grand-tante qui m'avait parlé des tableaux de mission, et je me rappelle très bien qu'elle m'avait raconté que lorsqu'avaient lieu les missions et lorsqu'étaient commentés les Taolenu, eh bien, elle m'avait prononcé cette phrase « Megache et vigenbe marvet de stu ». Megache et vigenbe marvet de stu. J'aurais aimé mourir immédiatement, tout de suite. Et pourquoi ? Parce qu'elle était sûre d'aller au paradis, évidemment. Lors de mes études d'histoire à Brest, j'ai entendu évidemment parler de Lenoblet durant les cours d'histoire religieuse de Fange Roudot, mais aussi en cours de thème de breton, en licence, avec Franche Morvan-Nou. Alors j'ai une pensée pour Franche Morvan-Nou, qui a quitté Brest, qui a quitté la Bretagne et qui est maintenant à Sotteville-les-Rouen. Alors c'est un retour aux sources, puisqu'il a vécu très longtemps à Rouen. Il s'est rapproché d'une de ses filles. Il a beaucoup travaillé sur Monoir, mais également sur Lenoblet. Alors ces anecdotes personnelles ne sont pas l'expression d'un péché d'orgueil. Elles témoignent que l'université, que je représente ici en tant que directeur du CRBC, mais également je représente l'université et les 3 laboratoires qui ont collaboré pour mettre en œuvre ce colloque universitaire, le CRBC bien sûr, Tempera de Rennes et également le César de l'EHESS, j'arrive jamais à le prononcer, c'est-à-dire Brest, Rennes et Paris. Eh bien, ces laboratoires organisateurs ont pris depuis longtemps Lenoblet, Michel Lenoblet, et ses productions artistiques, religieuses, linguistiques comme objet d'étude. Les chercheurs, depuis longtemps, ont tenté de répondre à la seule question, et là j'abonde dans le sens de mon collègue Yvon Tranvoise, la seule question que se sont posées les universitaires, et qui est la seule qu'ils sont en droit et en mesure de se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi Michel Lenoblet apparaît eh bien, au moment où il apparaît, pourquoi il dit ce qu'il dit, pourquoi il écrit ce qu'il écrit. Je suis sûr que ce colloque va contribuer à affiner les questions. Les questions qui vont être posées durant ces 2 jours sont parfois très pointues, sont parfois très larges, et je suis persuadé également qu'elles vont permettre de mieux connaître, alors, pour le bien ou pour le mal, vont permettre de mieux connaître le prêtre fou, Michel Lenoblet. Et au nom de l'université, eh bien, je suis ravi que ce colloque se tienne à Douarnenez, non pas à Brest, non pas à Rennes, non pas à Paris, mais à Douarnenez. C'est aussi un des rôles de l'université de quitter les lieux saints et d'aller eh bien, sur le terrain. Et donc, au nom de l'université, je suis ravi, Monseigneur, de vous transmettre ce micro et de vous laisser la parole. Voilà,
ça fait 2 ans que je suis évêque de Quimper-et-Léon. J'ai encore des yeux tout neufs. Et quand on arrive de l'extérieur, on est surpris quand on arrive en Bretagne, et surtout dans le Finistère, par les très très nombreuses églises et chapelles bretonnes de cette époque du XVIe, XVIIe siècle, justement l'époque de Michel de Noblesse. Et du coup, on est en droit de penser que à cette époque-là, il y avait énormément de gens très, très fervents, c'est une période fervente, il y avait des foules sans doute pour se presser dans les nombreuses cérémonies qui étaient célébrées. Pourtant, la prédication même de Michel de Noblet fait apparaître que le défi d'évangéliser les cœurs, les intelligences, était tout de même toujours bien là. Voilà. Une chose est de participer à une cérémonie et une autre est de vraiment grandir dans la foi. Michel de Noblesse l'avait bien compris. Il ne suffisait pas d'avoir tout fait, comme on dit aujourd'hui, c'est baptisé, première communion, confirmation, tout ça, pour être vraiment chrétien, c'est-à-dire avoir vraiment une foi authentique et une vie chrétienne aussi exemplaire. Dont Michel de Noblesse s'est dépensé sans compter pour convertir les cœurs, leur apporter l'intelligence de la foi et aussi des repères moraux pour leur vie. Il a su pour cela trouver les moyens aussi pour enseigner de façon abordable par tous, y compris par ceux qui ne savaient ni lire ni écrire. Les cartes peintes et les déclarations qui les accompagnent, je dirais, ne sont qu'une partie visible de son enseignement, mais elles nous permettent de nous faire une idée de la foi qui l'animait, ainsi que de l'enthousiasme avec laquelle il la transmettait. Certains de ses contemporains l'ont traité de Arbelec-Foll, c'est dans le titre même, de prêtre fou. Je préférerais dire, moi, plutôt qu'il était un prophète. Voilà. Le prophète, vous savez, dans la Bible, c'est toujours ceux qui ont des comportements assez étonnants, voire choquants, dérangeants. Mais c'était pour mieux remuer les cœurs, pour mieux aussi appeler à la conversion. Dont Michel de Noblesse est aussi donc prophète, et il est par sa prédication, mais il est aussi par son choix de vie. Par ses études, il pouvait prétendre à un poste élevé, et en fait, il a préféré l'austérité de la vie érémitique d'abord, de l'ascèse, des pénitences, avant de se lancer dans la prédication des campagnes et des ports, dont Douarnenez quand même pendant, effectivement on l'a dit, plus d'une vingtaine d'années. Il était aussi un précurseur, je dirais, non seulement par l'utilisation, on dirait aujourd'hui, des moyens audiovisuels dans la catéchèse en particulier, ou bien l'adaptation des chansons bretonnes en cantiques. Il s'est aussi entouré de laïcs, dont plusieurs femmes, pour faire la catéchèse. Et c'était quelque chose d'assez inhabituel à l'époque. Aujourd'hui, c'est tout à fait courant, évidemment. Mais à l'époque, il y a quand même un certain nombre de prêtres qui en furent assez troublés. Évidemment, Don Michel était très marqué par la théologie de son époque, mais ce qui compte au fond, c'est son zèle apostolique et le témoignage de sa foi, le don de sa personne aussi. Ce témoignage de sa foi est assez stimulant, je trouve, pour notre monde actuel, en quête de repères. Don Michel avait la conviction que l'être humain a besoin sans cesse d'une vraie conversion de cœur et d'une foi qui se nourrit de l'Évangile. Les populations d'aujourd'hui, comme celles de son époque, même si à son époque il y avait sans doute beaucoup plus de monde dans les églises, en tous les cas, aujourd'hui, beaucoup sont marqués par on pourrait dire un néopaganisme un peu multiforme. En tout cas, lui, il s'est donné corps et âme à cette œuvre d'enseignement. C'est parce qu'il avait la conviction qu'il y a toujours au fond des cœurs cette étincelle divine qui ne demande qu'à s'enflammer. Don Michel de Noblesse était convaincu que la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ passait aussi par une annonce explicite, comme il l'avait médité bien sûr dans ce passage de la lettre de saint Paul aux Romains. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui ? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Et comment entendre si personne ne proclame? Et Michel de Noblesse a proclamé donc cette bonne nouvelle à temps et à contre-temps. Il a aidé les gens à réfléchir à leur manière de vivre personnelle et collective et les a conduits aussi beaucoup à aimer le Seigneur.
C'est d'ailleurs pour ça que le diocèse de Quimper et Léon, merci professeur d'avoir souligné ça, continue à souhaiter sa béatification. Parce que l'intérêt d'une béatification, vous voyez, c'est pas tellement de le mettre sur un piédestal, c'est plutôt de faire connaître davantage, c'est de rendre beaucoup plus public un peu cette personne, ce qu'il a fait, son zèle apostolique, et puis aussi pour nous croyants, pour lui demander le soutien de sa prière pour notre monde d'une façon plus officielle. Voilà. Ça n'empêche pas de le faire, puisque nous voyons bien qu'il y a quand même pas mal de gens qui, même après sa mort, ont été touchés, l'ont invoqué, l'ont prié aussi, comme on peut le voir dans les ex-voto. Voilà. En tout cas, ce colloque va nous aider à mieux comprendre le contexte aussi, où il a vécu son ministère, mais également ses moyens de prédication, ses cantiques bretons, ses cartes peintes, qui nous font discerner quelle pouvait être la prédication à son époque, et plus que ça, évidemment, même un peu de ce qu'était la vie en cette terre de Bretagne à cette époque. Voilà. L'évêque de Quimper et Léon que je suis ne peut que se réjouir de voir comment la ville de Douarnenez, l'université de Brest et d'autres universités, le diocèse, peuvent se retrouver chacun dans le respect de son caractère propre autour de cette belle figure de Don Michel de Noblesse qui a profondément marqué l'histoire religieuse de la Cornouaille et du Léon et qui demeure, comme ce colloque nous le montre, une des grandes figures de Douarnenez. Je tiens également à remercier tous les intervenants d'avoir accepté d'apporter leur contribution à ce colloque. Chacun comprendra que je ne puisse les citer tous, évidemment, parce qu'ils sont vraiment nombreux. Vous me permettrez d'exprimer en terminant le souhait qu'au-delà des actes de ce colloque, que nous souhaitons bien sûr publier, la publication des écrits de Don Michel, initiés par M. François Trémolière, permette au plus grand nombre possible d'accéder à la connaissance de son enseignement et de sa doctrine spirituelle. Voilà. Merci beaucoup.